Bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 4 avril, un accident lié au gaz fait encore l'actualité. Une explosion a eu lieu mardi dans la matinée, faisant plusieurs blessés. Et l'échéance de la grande messe du football africain approche à grands pas. 10 000 volontaires seront bientôt recrutés par le COCAN pour aider à l'organisation du tournoi. Et c'est une première pour un président américain. L'ex-locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, inculpé au pénal, comparé devant le tribunal de New York ce mardi. Il fait face à 34 chefs d'accusation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une explosion est survenue dans un bâtiment servant de dépôt de gaz aux environs de 8 h du matin à Bambresso, dans la sous-préfecture de Sangon. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'on dénombre toutefois 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Un reportage de Thiemé Dandier et Eric Kimou. Axe Yopougon-Dabou. À mi-chemin, Sangon-Bambresso. Localité où les riverains ont frôlé le pire. La raison, l'explosion de bonbonnes de gaz dans un commerce établi, au pied de cet immeuble. Sur les lieux, des habitants désormais à rue, leurs toits à terre. À 8 h, je me lavais. Tout d'un coup, le courant est coupé. À la suite de ça, j'ai entendu un grand bruit. Tonnerre. Donc pour moi, j'ai dit, mais tonnerre d'aujourd'hui, il est trop fort. C'est là mes enfants crient, maman, sors rapidement de la chambre qu'il y a explosion de gaz. Alors là, ma fenêtre a pris un coup, les vitres sont tombées et tout. Je sors de la douche, je rentre dans la chambre. Ah, on ne peut plus reconnaître la maison. Il était déjà presque 8 h, j'étais sous la douche. Et c'est sous la douche, j'entends un bruit fort. Je dis, ah, assurément, ça c'est une bouteille de gaz qui a pété. J'ai fini ma douche. J'ai fini ma prière et je vois des tas de cailloux, tout et tout et tout. Je pensais que c'était là-haut. Et le voisin à côté m'approche, me dit, non, pasteur, c'est pas en haut, mais regarde ton voisin. Regarde la chambre de ton voisin. Tout est parti. Ces autres occupants de l'immeuble reviennent de loin. Ils ont échappé à l'infortune de cet autre habitant, conduit au grand brûlé du CHU de Cocody. Sa chambre au premier étage s'est effondrée avec lui pour se coucher au rez-de-chaussée. Le monsieur qui était ici au premier, il était vraiment couché. Le gérant des gaz, lui-même, j'ai appris qu'il était totalement brûlé. Même fortune pour son voisin, absent au moment des faits, dont la maison est réduite en gravat. Ici, c'est chez le voisin, mon voisin. Sa chambre est opposée au magasin de gaz. Et quand ça a explosé, il était allé au travail. L'explosion a balayé toute sa chambre. Et ça a envoyé anti-vol jusqu'à dans l'autre couloir là-bas. Là, les dégâts qui vont là-bas, les effets des dégâts qui vont dans le secteur. Donc, tout ce côté a été emporté. Sa cuisine, son salon, Dieu a sécurisé. Sur le théâtre, des agents de la Direction générale des mines et de l'énergie. Les investigations mettent en cause une pratique décriée. Le transvasement illégal de bouteilles B6 et B12 pour accroître la marge bénéficiaire, au détriment de la sécurité des habitants, aujourd'hui dans le désarroi, avec les biens détruits, et 3 des leurs, dont le gérant du commerce de gaz lui-même. Plusieurs habitants rescapés, revenus précipitamment de leur service, ont vu, eux, leurs biens engloutis dans ce sinistre. Tous tournent le regard vers les bonnes volontés, appelés à la rescousse pour leur mettre du baume au cœur. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a effectué une visite au centre de service civique de Bambresso. Elle s'y est rendue pour s'imprégner des réalités des pensionnaires et s'assurer du bon fonctionnement de ce centre qui a bénéficié du financement de l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement. Nadia Eja. S'imprégner des dispositifs mis en œuvre pour l'emploi et l'insertion jeune, grâce au contrat de désendettement, c'est ce qui justifie la visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au centre de service civique de Bambresso. Elle s'y est rendue en compagnie d'autorités ivoiriennes, notamment son homologue ivoirien, et le ministre, porte-parole du gouvernement. Un soutien
résolue de la France envers ces centres. On voit que le projet du président Ouattara est très ambitieux avec la création de 14 centres, un par district. Et c'est une initiative que nous devons soutenir et encourager. De la même façon, vous savez, en France, dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, nous développons aussi ce type de centre dans nos Outre-mer, notamment avec ce qu'on appelle le service militaire adapté, le RSMA, et qui est assez approchant de ce qui se fait ici. Ce sont des dispositifs dans lesquels nous croyons. Une visite qui rassure les pensionnaires de ce centre, qui ont rappelé l'impact positif du service civique dans leur vie. Je me sens à l'aise, ma vie, je vois que ma vie avance. J'ai croisé des gens, des amis, des nouveaux amis, voilà, avec des encadreurs qui m'ont donné des conseils. Ça fait que j'ai oublié beaucoup de choses, les mauvaises choses que je faisais avant dans ma vie. Je vois que maintenant, tout va bien dans ma vie. Mais ici, je me sens à l'aise parce que j'apprends des métiers. Ce qui a changé au monde, c'est mon comportement. Mon comportement a changé depuis que je suis arrivé au centre. Par exemple, étant à la maison, je ne faisais pas de corvée, je ne me levais pas très tôt le matin. J'ai appris la pâtisserie. C'est un métier qu'au début, je n'aimais pas. Mais au fur et à mesure que notre formatrice nous a montré comment faire des gâteaux, aujourd'hui, je suis fier de ça. De 2018 à 2022, 425 jeunes ont été formés par le centre. D'une capacité de 250 pensionnaires, il a été inauguré en 2017 et fait partie des structures partenaires du projet C2D, Emploi Jeunes. Ce projet est axé sur 3 composantes qui sont le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de l'entrepreneuriat et l'appui institutionnel. 10 000 jeunes vont être recrutés en qualité de volontaires pour aider à la bonne organisation de la CAN 2023. Le président du COCAN, comité d'organisation de la CAN, et le ministre en charge de la promotion de la jeunesse ont échangé hier à cet effet. Pierre Dipomella. 10 000 jeunes, c'est l'effectif des volontaires et bénévoles qu'il faudra engager pour garantir la réussite de l'organisation de la CAN 2023. Au moment où l'événement continental pointe déjà le nez à l'horizon, le président du COCAN, François-Albert Amichia, est venu discuter avec Touré Mamadou, qui détient le vivier des jeunes en sa qualité de ministre en charge de la promotion de la jeunesse. Le président de la République a cité parmi les événements majeurs que la Côte d'Ivoire va abriter dans les prochains mois la Coupe d'Afrique. Mais également, il a décrété l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Il était important pour nous, au niveau du COCAN, de nous rapprocher de Monsieur le ministre afin que nous puissions voir quelle place accorder à la jeunesse. Et nous nous sommes accordés dans le programme volontariat, le programme bénévolat. Et le ministère nous accompagne de manière efficace, de manière efficiente dans ce programme. Et je peux dire que nous ne pouvons que nous en réjouir au niveau du COCAN. Nous l'avons annoncé, la place est faite aux jeunes. Ce sont donc près de 10 000 volontaires et bénévoles qui seront engagés dans l'organisation de la Coupe d'Afrique à des niveaux différents. Pour le ministre Mamadou Touré, il faut aller vite. Le recrutement démarre déjà. Nous avons décidé de lancer officiellement le recrutement de ces 10 000 jeunes, donc le mardi prochain à la primature, donc dans l'après-midi. Et ces 10 000 jeunes qui auront l'opportunité donc de servir leur pays à différents niveaux, comme ça a été dit, mais qui auront aussi donc l'opportunité à travers donc ces actions menées donc de renforcer aussi leurs capacités, donc selon les commissions dans lesquelles ils seront. Donc c'est une très bonne nouvelle. Au-delà des infrastructures routières, sportives et hôtelières à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, des villes choisies pour accueillir l'événement, le succès de la compétition au niveau de l'organisation va être l'affaire d'un staff jeune et dynamique, d'où le besoin de donner à la jeunesse ivoirienne toute sa place dans cette fête du football continental. Le Conseil national de lutte contre la contrefaçon, en collaboration avec l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique et l'appui de la gendarmerie nationale, a saisi ce 1er avril dans la ville de Bouaké plus de 10 tonnes de produits contrefaits, des produits interceptés auprès de revendeurs dans des marchés qui sont dangereux pour la santé et font perdre à l'industrie pharmaceutique de Côte d'Ivoire plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. Des investigations sont en cours pour démanteler définitivement ce réseau.
Et il y a exactement un mois, l'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens en détresse en Tunisie était lancée. Une opération qui s'est achevée le 29 mars dernier. 2600 personnes avaient exprimé leur volonté de retour et pourtant l'opération n'enregistre que 1538 migrants de retour en terre ivoirienne. Pourquoi certains d'entre eux ont-ils désisté? Et puis, ce reportage nous plongera dans le quotidien de ceux qui ont fait le choix du retour. C'est signé Thiemé Dandjé et Mathurin Badé. Abidjan Sud. INJS de Marcory, centre d'hébergement des Ivoiriens rapatriés de Tunisie. Sur les lieux, des candidats au retour volontaire, encore sous le choc des violences anti-migrants en Tunisie. Parmi eux, 7 trentenaires, revenus de sa quête à l'Eldorado, les mains vides, le cœur en lambeaux. Je suis partie avec 800 000 pour travailler. J'ai commencé à travailler, j'ai fait un contrat de 3 mois. Après le contrat de 3 mois, j'ai commencé à travailler pour moi, mais vraiment, ce n'était pas facile. De 21h à minuit moins, ils ont cassé ma porte, ils sont rentrés, ils ont brûlé toutes mes affaires, prendre mon argent, tout et tout, brûler mon lit, tout. C'était mieux de rester avec tout ce qui est vécu. J'ai vu la mort en face. Abidjan Nord-Ouest, Yopougon, Ouassakara. 72 heures après, c'est ici qu'elle a élu domicile. Accueillie par sa tante, retraitée, elle tente de son mieux de rehausser un moral en berne. Là où je suis arrivée, là, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dérangé la tête, donc ça m'a fait du bien au fait. Le quotidien ne se présente certes pas rose. Mais la désormais ex-migrante reste confiante après son passage à l'INJS où le dispositif mis en place a pris en main son projet de réintégration socio-économique. Il y a des papiers qu'on nous a demandé, qu'on a été de remplir pour déposer. Parce qu'il faut bien demander ce qu'on va faire, si réellement le projet qu'on veut faire, s'il y a du sérieux dedans. Donc vraiment, moi, ça me plaît. Je vais déposer mon papier peut-être dans 2 jours. Mais je sais que le gouvernement va nous aider, c'est sûrement dit. Retour à l'INJS. La nouvelle vague de rapatriés passe à la caisse. De quoi mettre du baume au cœur déchiré par la traque à relents xénophobes et identitaires. Nous avons déjà averti qu'on allait avoir ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important même, c'est le fait qu'on était sorti du feu. Je suis vraiment contente de mon président, de mon gouvernement, pour ce geste qu'il a fait d'avoir nous sortis du feu. J'ai dormi dans la rue pendant 2 semaines. C'est l'État qui m'a pris là et un hôtel, c'est là-bas, on m'a hébergé pendant tout ce temps. Et je suis venue encore devant nous, je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. On s'est échappé de la mort pour nous. Je leur dis merci pour ça. À la date du mercredi 29 mars 2023, ils sont 1548 Ivoiriens à avoir regagné la mère patrie sur un besoin exprimé de plus de 2000 inscrits. Ce qui avait amené l'État à affréter un gros porteur. Le dernier vol de la deuxième vague de 4 rotations a ramené au pays 90 volontaires accueillis par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Affaires étrangères. Sur ce dernier vol charter, plusieurs ont désisté, préférant prendre la mer. Destination Lampedusa en Italie. Pourquoi ce désistement de dernière minute? C'est lui-même qui l'a hébergé, c'est notre frère, notre fils qui l'a hébergé pour venir s'asseoir chez moi. Lui, il a pris sur l'eau, il est resté là-bas aujourd'hui. Donc elle est là, elle est devant nous, là, vraiment. On remercie Dieu, on remercie le gouvernement qui a eu l'initiative, le président de la République qui a eu l'initiative d'avoir cette idée de donner la possibilité pour qu'ils reviennent. Certains ont honte. Pourquoi il est parti à l'aventure, il n'est pas revenu avec une BMW, il n'est pas revenu avec une duplex. Donc, lui, pour ça, il doit traverser obligatoirement. Il y a des parents même qui disent, mais qu'est-ce que tu viens chercher en Côte d'Ivoire, mais reste en Tunisie et fais un effort pour traverser parce que l'autre, il a traversé, il est en Italie. Or, le fait de traverser ne veut pas dire que tu as réussi. D'autres, ce n'est pas facile. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait ici. Peut-être ils ont tout vendu, peut-être ça ne va pas. Et puis, ils forcent pour aller sur l'eau. Quand l'idée de ça est dans leur tête, tu ne peux pas en élever. Sauf Dieu, c'est tout. Débuté le 4 mars dernier, le programme de retour volontaire sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, s'est achevé mercredi 29 mars avec l'arrivée du dernier contingent de 90 ex-migrants, soulagés de regagner la Côte d'Ivoire. La patrie de la vraie fraternité.
On vous emmène à présent à la découverte du rotin, une plante de la famille des palmiers utilisée pour la fabrication de meubles et bien d'autres objets. Mais voilà, cette ressource subit une forte pression et est aujourd'hui menacée de disparition du fait de sa surconsommation. Comment alors régénérer le verger de rotin qui disparaît avec nos forêts et pérenniser les activités économiques qui y sont liées? C'est un reportage de Mardoché Kouassi et Éric Kimou. Olivier Boreau, artisan rotinier, fait ce métier depuis plus de 2 ans. Il tire le nom de sa fonction du principal matériau qu'il utilise pour son travail, le rotin. Dans son activité, il fait régulièrement face à des pénuries de matières premières. Il y a des moments où c'est un peu compliqué parce qu'on n'en trouve pas. Du coup, les livreurs ne peuvent pas livrer. Quand on n'a pas le matériel, c'est-à-dire, c'est vraiment qu'on avait des marchés, des contrats. Donc du coup, là, c'est des rendez-vous à repousser. Donc le client, lui, il ne peut pas comprendre ça. Il t'a donné son argent. Donc tu lui dis, viens prendre tel jour. Le jour vient, il ne peut pas récupérer parce qu'il n'y a pas eu le matériel de ton côté. Donc du coup, ça nous met dans les situations un peu difficiles. Comme lui, de nombreux artisans utilisant le rotin voient leurs activités menacées du fait de la raréfaction de cette espèce de palmier dont ils redoutent la disparition. On a constaté que ça a commencé à diminuer, ça a diminué énormément. Puis maintenant, pour avoir accès à ça, c'est difficile. En moins de 5 ans, le prix a presque doublé. Plus on dépense pour acheter le matériel, on est obligé de revendre un peu plus cher. Les clients, lorsqu'ils viennent, ils discutent beaucoup sur le prix. On est obligé de casser le prix. D'autres ont fini par abandonner l'activité. Ça menace beaucoup notre activité. Nous utilisons les caisses en rotin en lieu et place de la caisse en bois, à cause de leur flexibilité, à cause de la conservation de la cola et compte tenu de l'emplacement. C'est des caisses qu'on peut manier à tout moment, en lieu et place du bois qui peut se casser à chaque fois que nous manipulons. C'est plus économique, c'est plus pratique par rapport au bois, parce que ces caisses en rotin peuvent être utilisées en 2 ou 3 séances. Du côté des collecteurs et des revendeurs de rotin, ce n'est pas non plus le grand enthousiasme. C'est le cas de Issouf, récolteur de rotin, depuis son enfance. On fait un peu de 20 jours de travail, c'est qu'on gagne. Bon, on enlève, on attache, on enlève. On vient chercher camion pour embarquer, pour venir à Niamey. Parce que c'est pas facile à gagner maintenant. Avant, il y a eu des forêts, on gagnait facilement. Mais maintenant, les forêts sont détruites, c'est pas facile. Si ça se perd, souvent, ça va nous piéger aussi. L'inquiétude de ces acteurs de la chaîne de valeur du rotin est partagée par une équipe de chercheurs de l'université d'Anguille-Abrogois et du Centre suisse de recherche scientifique. Ils ont entrepris des activités de recherche qui visent à renouveler le verger de rotin à travers une domestication de ces palmiers indigènes d'Afrique de l'Ouest. Donc notre travail de chercheur, c'est de pouvoir régénérer ces espèces, planter dans ces espèces dans d'autres biotopes et participer ainsi à leur conservation. C'est d'abord de savoir où se trouve la ressource, comment cette ressource est exploitée, à quoi la ressource sert, mais aussi et surtout comment faire germer ces ressources-là pour participer à des opérations d'enrichissement des forêts, de reboisement, d'agroforesterie, pour une gestion durable donc, de la ressource. Ces activités de recherche sont menées grâce au financement de la Fondation Audemars Piguet en Suisse et l'appui scientifique et technique des conservatoires et jardins botaniques de Genève. Le projet intitulé Multipalms est placé sous l'égide du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et l'université Nangui-Abrogois. Un ancien président qui est accusé au pénal, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire américaine. Donald Trump comparaît devant le tribunal ce mardi et il pourrait être condamné pour un délit de fausse déclaration comptable pour dissimuler de l'argent versé pour acheter le silence d'une actrice de film X avec qui il aurait eu une liaison. 34 chefs d'accusation ont été retenus contre l'ex-chef de l'État américain, Salif Yalekwe. Donald Trump au tribunal pénal de Manhattan, à New York, pour comparaître dans une affaire de fraude lié à de l'argent versé en 2016 à une star du porno, un événement judiciaire sans précédent pour un ancien président américain. L'ancien locataire de la Maison-Blanche de 2017 à 2021, qui ambitionne d'y retourner en 2024, est entré dans le palais de justice installé dans le sud de l'île, en vue de sa mise en accusation formelle par un juge. Il s'agit d'un événement judiciaire historique pour un ancien président américain. Je me dirige vers le tribunal. Ça semble si surréaliste. Waouh, ils vont m'arrêter. Je n'arrive pas à croire que ça se passe en Amérique.
La comparution judiciaire historique et ultra-médiatisée de l'ancien président américain, Donald Trump, n'est pas une priorité pour son successeur Joe Biden, a assuré mardi sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Évidemment, il suivra une partie de l'actualité quand il aura un moment pour se tenir au courant des nouvelles du jour, mais ce n'est pas une priorité pour lui. Au-delà de cette affaire, Donald Trump, qui a bouleversé le système politique et la société aux États-Unis en moins de 10 ans, est visé par plusieurs autres enquêtes, notamment sur son rôle dans l'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, sa gestion des archives présidentielles ou encore des pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur NCI.